bienvenue. La question des différences psychologiques entre les hommes et les femmes, c'est un sujet, C'est un vrai champ de mine. oui, un des débats les plus anciens, les plus chargés. Est-ce que tout est culturel ou est-ce qu'il y a des racines plus profondes? C'est un sujet où tout le monde a une opinion, c'est clair, mais où les données solides, elles sont plus rares. Et c'est pour ça que la source qu'on analyse aujourd'hui est si intéressante. Oui, on s'appuie sur une revue scientifique publiée en 2019 dans Biological Reviews. L'auteur, c'est John Archer, et le titre est très direct. La réalité et la signification évolutive des différences psychologiques sexuelles humaines. La mission est donc claire, on va en quelque sorte mener l'enquête à partir de cette méta-analyse qui synthétise des centaines d'études. Absolument. Et la force de ce document, son vrai super pouvoir, on peut dire, c'est sa méthode. C'est-à-dire, On ne parle pas d'opinion, pas d'anecdote, on parle d'une quantification. L'auteur utilise une mesure statistique qui s'appelle la taille de l'effet. On dit aussi le D de Cohen. d'accord, alors posons bien le cadre avant de commencer. C'est quoi ce D de Cohen? En gros, c'est une façon de mesurer la distance entre la moyenne d'un groupe et la moyenne d'un autre. Ok, Un D proche de 0, ça veut dire que les deux groupes sont quasiment identiques sur ce qu'on mesure. pas de différence notable. Voilà. Un D de 0,2, c'est considéré comme faible. C'est une petite nuance. Et après? À 0,5, on parle d'une différence moyenne. Là, ça commence à se voir au quotidien. Et à partir de 0,8, on entre dans les différences grandes, voire très grandes. Et concrètement, une différence grande, ça veut dire quoi pour les gens? Ça veut dire que même s'il y a toujours un chevauchement, la tendance de fond est massive. Pour donner une idée, un D de 0,8, ça signifie qu'en choisissant un homme et une femme au hasard, il y a à peu près 75% de chances que la personne du groupe avec la moyenne la plus haute ait un score plus élevé. Ah oui? C'est plus une petite nuance là? Non, c'est une probabilité très forte. Et c'est ce cadre-là qui va nous guider. Parfait. L'enquête peut commencer. Premier domaine, ce que l'article appelle les conséquences de la compétition intermâle. Oui, et là, on pense tout de suite à l'agressivité. Forcément. Mais la conclusion n'est pas aussi simple que le cliché, c'est ça, hein? C'est ça, et c'est un excellent premier exemple de la nuance de cette approche. Si on regarde la fréquence du sentiment de colère, Juste le fait de se sentir en colère. exactement, là, la taille de l'effet, elle est de 0. 0. Aucune différence. Nulle. Les hommes et les femmes rapportent se mettre en colère tout aussi souvent. La différence n'est pas dans l'émotion de base, Elle est où alors? dans le passage à l'acte. Précisément. C'est dans l'escalade que tout se joue. On voit une sorte de gradation. C'est-à-dire, Pour l'agression juste verbale, la différence est faible. Pour l'agression physique générale, elle devient moyenne. Mais quand on arrive aux formes les plus dangereuses, l'utilisation d'armes, les crimes violents, là les tailles des faits deviennent grandes, voire très grandes. d'accord. Donc la différence clé, c'est pas de ressentir la colère, mais la probabilité que ça dégénère en conflit physique. Voilà. J'imagine que ça doit être lié aussi au rapport à la peur et au risque. Est-ce que l'étude suit cette logique? Totalement, les deux sont liés. Les hommes ont des scores plus élevés en recherche de sensations fortes, en prise de risque, avec des effets moyens. Et en miroir, pour les femmes? En miroir, les femmes rapportent des niveaux de peur bien plus élevés. Et là, la différence est qualifiée de très grande pour la peur face à des dangers physiques concrets. Très grande, donc on est sur une différence massive. Exactement, l'auteur ajoute une autre donnée qui va dans ce sens, une tolérance à la douleur bien plus élevée chez les hommes. Encore une taille d'effet très grande. Et l'explication évolutive derrière ça? L'hypothèse de l'article, c'est que pour les femmes, une plus grande prudence a été un atout pour éviter les dangers et assurer leur survie et celle des enfants. D'accord, on a une image sur la gestion des risques. Mais qu'en est-il de la navigation dans l'espace? Le fameux stéréotype sur les cartes routières. Alors les données le confirment en partie. En partie seulement. Oui, avec des détails importants, on observe un avantage masculin, et il est grand, dans une tâche très précise, la rotation mentale d'objets en 3D. La capacité à imaginer un objet qui tourne dans sa tête. C'est ça. Ce qui est crucial pour se repérer sur une carte, par exemple. Et est-ce qu'on sait si, par exemple, la pratique peut combler cet écart, si on s'entraîne beaucoup? L'article en parle. C'est une excellente question. L'article se concentre sur le point de départ moyen, la tendance de fond. Mais oui, d'autres recherches montrent que la pratique améliore les performances pour tout le monde. D'accord. Et d'ailleurs, sur cette tendance de fond, il y a un contrepoint intéressant. On observe un petit avantage féminin dans une autre compétence spatiale, Ah oui, laquelle? la mémoire de localisation d'objets. C'est-à-dire? C'est la capacité à se souvenir où étaient placés des objets. L'hypothèse souvent avancée, c'est que la rotation mentale serait liée à la chasse sur de grands territoires. Et la mémoire de localisation, à la cueillette. Exactement.
mémoriser l'emplacement de centaines de plantes. L'article précise quand même que l'hypothèse pour la chasse est assez solide, mais pour la cueillette, c'est plus spéculatif. D'accord. On a exploré le monde physique. Mais maintenant, si on passe des objets aux personnes, C'est le monde le plus complexe. L'article parle d'une opposition entre systématisation et empathie. c'est une distinction clé. La systématisation, c'est l'élan pour analyser, comprendre, construire des systèmes. Un moteur, un ordinateur. Mais aussi un système musical, une règle de grammaire. Voilà, des systèmes basés sur des règles. Et l'empathie, à l'opposé, ce serait l'élan pour comprendre le monde social, qui, lui, est tout sauf prévisible. C'est ça, identifier les émotions des autres et y répondre. Et là, les données montrent une des dichotomies les plus fortes de tout le document. Ah ouais, hein, On a une différence très grande en faveur des hommes pour la systématisation. très grande. Donc, si on revient à notre échelle, c'est une probabilité écrasante que, pris au hasard, l'homme ait un score plus élevé sur ce trait. Oui, c'est une différence de l'ordre de celle de la taille physique. Le chevauchement existe, mais les moyennes sont très, très éloignées. Et en face, pour l'empathie, En face, on a une différence grande en faveur des femmes pour l'empathie. Et ça se reflète directement dans les centres d'intérêt moyens. les choses contre les personnes. En gros, oui. Les hommes plus attirés par l'ingénierie, la technologie, les femmes plus par les métiers du soin, l'enseignement, le social. Et est-ce que ça se traduit dans des compétences concrètes au quotidien? Oui, les données convergent. Les femmes obtiennent en moyenne des scores plus élevés sur plein de compétences liées à cette sensibilité sociale. Par exemple? L'intelligence émotionnelle, la reconnaissance des émotions sur les visages, le décodage des signaux non verbaux, le langage du corps. D'accord. Et on note aussi un avantage féminin moyen pour les compétences linguistiques, la fluidité verbale, la lecture, l'écriture. C'est intéressant, parce qu'on pourrait penser que plus d'empathie, plus de compétences sociales, ça mène à plus de bien-être, mais l'article suggère que c'est une lame à double tranchant. Exactement, c'est le paradoxe. Cette connexion plus forte aux autres rendrait aussi plus vulnérable. Oui, c'est ça l'hypothèse. La même sensibilité qui permet de créer des liens forts peut devenir une source de souffrance quand ces liens sont menacés. Et les données le confirment? Oui, la méta-analyse rapporte des différences de faibles à moyennes, les femmes ayant des niveaux plus élevés de symptômes dépressifs, d'anxiété et surtout de rumination mentale. La rumination mentale, le fait de ressasser en boucle des pensées négatives. C'est exactement ça. Et c'est un moteur connu de l'anxiété et de la dépression. Cette tendance à ruminer les interactions sociales est en moyenne plus présente chez les femmes. La sensibilité sociale a donc un coût potentiel. Voilà. Cette analyse du cerveau social nous amène tout naturellement au dernier volet de l'enquête, celui où les débats sont les plus vifs, la sexualité et les relations. Et c'est aussi là qu'on trouve certaines des différences les plus marquées selon cette revue. Le premier concept, c'est la sociosexualité. Un terme un peu technique. Oui, ça mesure juste l'ouverture aux relations sexuelles sans engagement. Et ici, l'étude rapporte une différence grande, avec une ouverture en moyenne bien plus élevée chez les hommes. J'imagine que ça se décline en plusieurs points concrets, hein. Tout à fait. L'étude agrège les résultats sur l'usage de la pornographie, la fréquence du désir sexuel, le nombre de partenaires souhaités. Tous ces indicateurs vont dans la même direction. Des moyennes masculines plus élevées. Oui, avec des tailles d'effet de moyenne à grande. Mais j'ai vu que la source apportait une nuance absolument cruciale ici. Oui, elle est fondamentale. La plus grande différence, elle n'est pas dans le comportement réel. Ah, elle est où alors? Elle est dans le désir de variété sexuelle. L'auteur explique que le comportement est toujours contraint par la réalité. Le marché relationnel en quelque sorte. C'est ça. Et dans ce marché, le choix des femmes, qui sont en général plus sélectives, agit comme le principal facteur limitant. L'écart entre les aspirations est bien plus grand que l'écart entre les réalisations. C'est une distinction essentielle. Et pour le choix d'un partenaire à long terme? Les clichés résistent à l'analyse. De manière assez spectaculaire, oui. Ah bon? Les prédictions classiques de la psychologie évolutionniste sont massivement confirmées, et ce à travers des dizaines de cultures. C'est-à-dire? En moyenne, les femmes accordent plus d'importance aux perspectives financières, au statut, à l'ambition. De leur côté, les hommes accordent plus d'importance à l'apparence physique et à la jeunesse. Et y a-t-il une préférence qui se démarque plus que les autres? Oui, la plus spectaculaire, qualifiée de très grande, c'est la préférence pour l'âge du partenaire. Les femmes, partout, préfèrent en moyenne un partenaire plus âgé, les hommes, un plus jeune. C'est un des schémas les plus constants de la psychologie humaine, donc. Absolument. L'article aborde ensuite un concept un peu brutal, le conflit sexuel. Qu'est-ce que ça recouvre? Ça analyse les situations où les intérêts des deux sexes entrent en collision.
Sans surprise, la revue confirme que la violence sexuelle est très majoritairement le fait des hommes. Et pour la violence au sein du couple? Le tableau est plus nuancé. Dans les pays occidentaux, certaines études montrent que les taux d'actes agressifs, une claque, pousser l'autre, peuvent être similaires. Mais En revanche, les hommes infligent des blessures beaucoup plus graves, ce qui reflète la différence de force physique. d'accord. Et pour la jalousie? Le fameux cliché? Lequel? L'homme craint l'infidélité physique, la femme, l'infidélité émotionnelle. Est-ce que c'est un des résultats robustes? Totalement. L'étude confirme une différence grande. En moyenne, les hommes sont bien plus angoissés par l'idée d'une infidélité purement sexuelle. Et les femmes? Les femmes, en moyenne, sont plus affectées par l'infidélité émotionnelle. Le fait que leur partenaire développe un lien affectif profond avec une autre personne. D'accord. Notre enquête touche à sa fin. On est parti de la compétition pour arriver à la jalousie. Que retenir de tout ça? L'image est beaucoup plus nuancée que les clichés. C'est la conclusion principale. On n'a vu aucune différence sur la fréquence de la colère, mais des différences substantielles ailleurs. Souvent, là où la reproduction et la compétition entrent en jeu. C'est ça. Et il faut vraiment insister sur un point. Lequel? On parle de moyenne, pas de destin. Les distributions se chevauchent presque toujours. Ce sont des tendances, pas des catégories étanches. Il y aura toujours des femmes très systématiciennes et des hommes très empathiques. Bien sûr, l'erreur serait de prendre ces moyennes pour des règles qui s'appliquent à chaque individu. Et l'article insiste aussi sur le rôle de l'environnement. Ce n'est pas juste un décor. Non, c'est un acteur. La source donne un exemple très parlant. Les sociétés avec de très fortes inégalités de revenus D'accord? voient une explosion de la compétition entre les jeunes hommes. Donc plus de violence, plus de prise de risque. La culture agit comme un amplificateur ou un modérateur. C'est une perspective qui n'est donc pas du tout déterministe. Pas du tout, non. Elle cherche à comprendre les origines de ces tendances pour mieux analyser comment elles s'expriment aujourd'hui. C'est toute la démarche. Comprendre ces influences profondes pour mieux analyser les dynamiques de nos sociétés. Et ça nous laisse avec une dernière pensée pour la route. Ce document se concentre sur les origines évolutives forgées sur des centaines de milliers d'années. Mais comment notre environnement ultramoderne, Avec ses rôles sociaux en pleine redéfinition, sa technologie, comment tout ça dialogue avec ces schémas si anciens? Est-ce que la communication numérique, par exemple, avantage plutôt les compétences empathiques ou systémiques? Est-ce que le monde du travail estompe certaines différences ou en crée de nouvelles? la question reste ouverte.